Le roman de Chamonix, nouvelle édition. Un livre de Sophie Quéneau aux éditions Paulsen, Guérin-Chamonix. Une soirée Guérin-Chamonix avec Sophie Quéneau et Lorraine Berger-Afanasieff. Eh ben bonsoir, merci d'être là pour venir découvrir cette réédition du roman de Chamonix de Sophie Quéneau, notre autrice qui est là, ici présente. Bonsoir. Sophie, est-ce que tu peux déjà juste te présenter en 2 minutes pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que nous on sait que tu es une chamoniarde, mais tout le monde ne le sait pas, et connaît ton parcours. D'accord. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc moi je suis née à Chamonix, enfin je suis née à Bonneville, mais j'ai très vite été au bout de quelques jours dans ma maison à Chamonix. Mon père est guide de montagne à la compagnie des guides et ma maman travaillait déjà aux éditions Guérin depuis leur création avec Michel Guérin. Elle a commencé à l'aider à illustrer les livres puisque le but des éditions Guérin c'était des textes et des images. Donc elle s'est retrouvée là-dedans parce qu'elle connaissait plein de choses bien que n'étant pas chamoniarde. Et du coup j'ai grandi un peu dans cet univers très montagne, même si moi-même je suis pas une grande pratiquante, je suis assez trouillarde. Et j'ai fait des études de journalisme, je me suis retrouvée à Paris, à travailler pour Radio France et puis j'en ai eu assez vite assez. J'avais envie de retrouver mes racines et puis j'ai eu la chance que Marie-Christine Guérin à l'époque en 2009 cherchait un journaliste vivant à Paris qui pourrait faire la biographie d'un alpiniste qui s'appelle Robert Parago, qui est décédé maintenant mais qui était un type formidable que Lorraine a bien connu. Ouais. Voilà, de cette génération d'alpinistes parisiens qui étaient très très forts en montagne, qui ont fait plein de choses ici et en Himalaya. Et voilà, ça m'a permis de faire un premier livre pour les éditions Guérin. Paris comme base. Avec Robert. Et après, j'ai fait un deuxième livre sur la société Petzl, qui était un livre voulu par Petzl, mais dans lequel on a eu une grande liberté pour raconter l'histoire de cette société et surtout de la spéléologie, parce que Petzl, c'est vraiment l'histoire de la spéléo. Tout autour de Grenoble. Et puis enfin, c'est encore Marie-Christine Guérin qui m'a proposé, avant 2015, dès 2012, qui m'a dit il faudrait, on aimerait, on l'avait bien attendu parce que j'ai eu du retard. Mais ce livre, l'idée c'était d'abord que les éditions Guérin puissent proposer une histoire de Chamonix qui soit pas trop académique, parce que moi j'ai tout de suite dit mais attention, je suis pas historienne, je manie pas les techniques d'historien, donc ça sera plutôt un boulot de journaliste, de synthèse. Et puis il y a déjà tellement de choses qui ont été écrites que c'est vrai que c'était possible de faire quelque chose en fouillant la littérature et puis surtout en l'illustrant. Donc là j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ma maman Catherine qui a illustré ce livre, donc ça a été génial de bosser en famille. Avec l'aide aussi de mon père qui a vérifié toutes les montagnes dont je parlais, les ascensions, pour être sûr que c'était bien ça, parce que lui il connaît mais moi moins. Donc, du technicien. Voilà comment ça s'est. Et donc en fait ce roman de Chamonix il était épuisé depuis quelques années, on n'en avait plus et pour la réédition on s'est dit que c'était sympa de le faire avec les Jeux de 24. Et donc tu as rajouté un gros chapitre. Oui, en fait dans la première édition, j'avais à peu près 2 pages sur les JO de 24 et il se passe tellement de choses dans l'histoire de Chamonix que j'étais passée un peu vite dessus. C'est vrai que c'était un petit peu léger, on va dire. Mais du coup, là, la chance qu'on a eue, c'est de se dire, allez, on pousse les murs, on glisse un chapitre entièrement consacré à ces JO de 24 et c'est vrai qu'il y avait largement de quoi raconter. Et puis on a modifié la fin aussi parce que entre 2015 et 2023, il s'est passé des nouvelles choses. Et puis j'avais envie de terminer d'une autre manière, donc on en parlera je pense à la fin. Mais on va vite attaquer, je vais lire quelques passages pour qu'on entende ton écriture, ta plume. À Chamonix, on va tout de suite attaquer par les grandes dates. À Chamonix, le ciel réserve toujours des surprises. Dès la mi-août de cette année 1786, c'est comme si l'automne avait déjà pris ses quartiers. Monsieur de Saussure voulait monter au Mont Blanc dans la foulée de la première ascension réussie par Balmat et Paccard. Mais les intempéries l'en ont empêché et le savant a dû remettre à l'année suivante la réalisation de son grand rêve. Il est reparti pour Genève sans trop de regrets, sincèrement heureux que 2 hommes aient enfin pu atteindre le sommet de la Taupinière Blanche. Cela faisait 26 ans qu'il promettait une belle récompense à celui qui réussirait cet exploit. Mais nous y reviendrons. Quelques semaines plus tard, alors qu'on ne s'y attendait plus,
Le temps se remet au beau, le soleil réchauffe les masures et les nimbes d'une lumière douce, plus douce que celle qui écrase le relief au cœur de l'été. De quoi donner du courage aux chamonniards pour travailler d'arrache-pied avant l'arrivée de l'hiver, faire descendre les bêtes des alpages. Plus de 10 000 chèvres, moutons et vaches pèsent sur les pentes du Mont Blanc. Couper et ranger le bois de chauffage, procéder aux dernières récoltes, toujours décevantes, quand on songe à toute l'énergie dépensée pour se nourrir et rien de plus. Du seigle, un peu d'orge, d'avoine et de fèves. Depuis les années 1730, quelques-uns se sont lancés dans le chou et la pomme de terre, encore inconnus chez les voisins français. On se rend compte quand même qu'à cette époque, donc c'est l'acte de naissance de l'alpinisme, on dit la première ascension du Mont Blanc, il n'y avait quand même que des paysans ici. 10 000, oui, c'est ça. Il ne faut pas s'imaginer que la première ascension du Mont Blanc, c'est directement un développement de l'alpinisme et du tourisme, pas du tout. Il s'est passé parfois parfois jusqu'à 4 ou 5 ans sans aucune ascension du Mont Blanc. Il ne se passait plus rien en haute montagne. Les gens étaient concentrés sur complètement autre chose. Leur vie de paysans, qui était extrêmement dure dans cette vallée, avec un climat à l'époque qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Enfin, même aujourd'hui, avec les vêtements qu'ils avaient, les maisons, c'était une vie vraiment très très dure. Et effectivement, on voyait plus de bêtes en montagne que de grimpeurs ou d'alpinistes, ça c'est sûr. Là voilà, on voit l'ascension. Donc De Saussure n'a pas pu faire sa première ascension du Mont Blanc la même année que Paccard et Balma. Il a dû attendre l'été suivant, le pauvre. Il a dû ronger son frein pendant 1 an et puis il a enfin pu le faire l'année d'après. Un grand pompe. Bien entouré de nombreux guides, qui étaient guides un peu improvisés, mais qui ont été tous après les premiers fondateurs de la compagnie. En août 1810, c'est avec beaucoup d'égards que les habitants reçoivent la visite de l'impératrice Joséphine, bien que le divorce entre Bonaparte et sa première épouse ait été prononcé quelques mois plus tôt. Quelques 70 guides conduisent la dame et sa suite jusqu'au Montanvert. Gravir ce sentier reste une épreuve pour ceux qui n'ont pas le pied montagnard. Depuis la visite de Widam et Pocock en 1741, le chemin n'a été que légèrement amélioré. Il reste encombré de gros blocs et de broussailles qu'il faut contourner à dos de mulet jusqu'à la fontaine Caillet à mi-parcours, puis en chaise à bras. Après avoir admiré le panorama sur la mer de glace, Joséphine de Beauharnais fait halte au Temple de la Nature. Ce curieux édifice octogonal a déjà une longue histoire qui témoigne de l'intérêt grandissant des touristes pour ce site du Montanvert. Dès 1779, Charles Blair, un gentilhomme anglais déplorant de ne trouver sur place qu'un abri de berger, fait don de 4 pièces d'or pour la construction d'une cabane en pierre. Mais après quelques années, le Blair Hospital ne répond déjà plus aux besoins des excursionnistes. Marc-Théodore Bourrit se charge alors de faire bâtir un refuge à la demande de l'ambassadeur Charles-Louis Huguet de Sémonville, qui a vécu une expérience malheureuse au Montanvert, se retrouvant pris sous un gros orage. Le diplomate dresse une liste précise de tous les ustensiles que l'on devra trouver à l'intérieur de ce gîte, doté de 4 lits et d'une cheminée. Après avoir obtenu l'autorisation de la commune, Bourrit engage 57 hommes pour les travaux, dont les guides Jacques Balma et Cachat le Géant. Le temple ouvre ses portes en 1795 avec à son fronton l'inscription « À la nature » par un ami de la liberté, comme l'avait souhaité son commanditaire. À l'intérieur, les visiteurs peuvent livrer leurs impressions sur un carnet déjà bien noirci lorsqu'en 1810, Joséphine y rédige quelques vers célébrant la grandeur du paysage, vers empruntés selon certains à un poète. Et là, c'est vrai que cette période, c'est plus le Montanvert qui devient un lieu touristique de plus en plus fréquenté. C'était quand même beaucoup plus facile d'aller au Montanvert que d'aller au Mont Blanc. Mais voilà, cette histoire du Montanvert, c'est vraiment un des lieux emblématiques de la vallée qui, dès 1742, c'est le premier lieu qui est visité par des gens de l'extérieur. Et ça va devenir un must. Donc là, Joséphine vient. Quelques années après, c'est l'épouse suivante de Napoléon qui vient aussi. Et tout au long du 19e, toutes les personnalités françaises et européennes viennent à Chamonix et se font conduire au Montanvert pour admirer. Il faut dire que la mer de glace à l'époque, c'était quelque chose de, je pense, totalement saisissant. On a du mal à se l'imaginer maintenant. Puis elle descendait jusqu'en bas. Il y avait une grotte au bout, une merveille qu'on pouvait voir aussi. Donc c'était
forcément, ça, c'était vraiment... Puis ça a beaucoup inspiré aussi les poètes, les peintres de l'époque. Enfin, une nature comme ça, romantique à souhait. Ah oui, complètement. Ouais. C'était vraiment donc, poésie de paysage. Tous les grands noms sont venus de l'époque. Hein. Ah oui, tous. C'était vraiment... Le Frozen Sea, la mer de glace. Donc ça vient de là aussi, de William et Pocock. Dès les premières années, les guides réalisent environ 1 millier de courses chaque été, essentiellement en moyenne montagne. Le 1er septembre 1838, c'est une billette beaucoup plus rare qui atterrit sur la table du Tour de Rôle. Une dame de Genève, Henriette d'Angeville, veut se faire conduire jusqu'au sommet du Mont Blanc. Elle sera donc la 2e femme à tenter l'ascension après la chamonniarde Marie Paradis 30 ans plus tôt. Elle engage 6 guides et 6 porteurs dont elle fera l'éloge dans ses mémoires, décrivant leur courage et leur grande connaissance de la haute montagne. Visiblement, les accompagnateurs appréciaient également leurs clientes. Malgré un moment de découragement pendant lequel elle les supplie, si elle décède, d'enfouir son corps au sommet, elle atteint finalement la cime et ses guides la portent dans leurs bras pour lui faire gagner encore quelques centimètres d'altitude. Le retour de la fiancée du Mont Blanc est fêté en grande pompe à Chamonix. Des coups de canon sont tirés depuis le grand hôtel de l'Union où Henriette d'Angeville est descendue. Le soir, elle convie ses guides à sa table où chacun trouve une liasse de billets dissimulés sous une serviette. Voilà, donc là on est en 1838 et on voit que ça se développe petit à petit, ces courses en montagne, que ça devient accessible aux dames aussi, ce qui est bien. Et puis petit à petit, il y a plein de gens qui vont se faire conduire là-haut. Les guides commencent là en 1838. On a déjà la compagnie des guides de Chamonix qui a été créée entre 1821 et 1823. Et voilà, ça y est, là vraiment, on commence à avoir une augmentation du nombre d'ascensions du Mont Blanc petit à petit. Dans ces années-là, ça devient... Après, je pense qu'il y avait des années où ça devait être compliqué selon les conditions, puis on n'avait pas la météo. Mais c'est vrai que chaque ascension était quand même saluée d'un coup de canon. Oui, et puis il y a des registres, on trouve vraiment qui a fait l'ascension, quand ça reste... Comme maintenant, il y en a pour l'Everest, en fait. Exactement. À l'époque, tout était recensé. Maintenant, on peut plus. Là, je pense que ça serait compliqué. À Chamonix, l'arrivée de la départementale a enfin permis de débloquer les discussions autour du réaménagement du bourg qui compte quelques 2500 habitants en 1866. On décide de tracer une rue principale orientée est-ouest et le projet est confié à un ingénieur des ponts et chaussées. Les Chamonniards acceptent de démolir quelques vieilles bâtisses pour dégager cet axe central. Alors que les hôtels cherchaient jusqu'à là à bénéficier de la proximité de la place publique et du pont de cour, quelques établissements font le pari de s'aligner sur cette nouvelle rue nationale. Édouard Simon y construit son hôtel de la Croix-Blanche en 1887. Au sommet du bourg, la famille de Voissou installe sa fabrique de sonnettes, des cloches bientôt portées par des générations de vaches dans les Alpes. Plus en aval s'ouvre l'hôtel de Paris en 1895 et le café Le National. Au rez-de-chaussée, des petits immeubles fleurissent, des boutiques en tout genre, magasins de souvenirs, marchands de vin, de chaussures, boulangeries, etc. Là, on sent qu'il y a un virage de prix quand même. Ouais, le tourisme se développe vraiment et en même temps, je trouve que c'est incroyable de voir que pour chaque bâtisse à Chamonix, on connaît son histoire, qui l'a construite. Enfin, ça, c'est vrai que une grande partie du livre est consacrée à ça parce que il y a eu des péripéties permanentes. Il y a eu plusieurs inondations totales de la vallée. Il y a eu des incendies. Il a fallu reconstruire. Il a fallu réfléchir au plan de la ville. Enfin, l'histoire du bourg, et puis même de tous ces villages, il est très très riche aussi. Et c'est vrai que et puis l'accès, petit à petit, là, on fait allusion à la route. Ça a été tout un truc. Il a fallu que Napoléon III vienne en 1860 et dise non mais là, l'accès, ça va pas quoi. Il va falloir. Lors de l'annexion de la Savoie à la France, quand même, parce qu'on n'a pas toujours été français. Non, c'est ça. Chamonix a pas mal changé de côté plusieurs fois et oui, il faut quand même jusqu'à la fin du 19e, c'est pas simple d'arriver là, quoi. C'est très long, c'est un long voyage, ça peut être dangereux. En général, les touristes venaient de Genève. Ils faisaient partie du Grand Tour, c'est ça. Le mot tourisme vient de là d'ailleurs. Oui. Et puis il y avait, ils venaient en diligence jusqu'à des relais avec des mules. Puis après, les diligences ont pu monter de plus en plus proches, quoi. Voilà.
Rien n'arrête la conquête du rail. En cet été 1908, elle remporte une nouvelle victoire à Chamonix. Le 9 août, une locomotive à vapeur remonte fièrement les pentes du Montanvert, tirant ses 2 wagons remplis de passagers complètement émerveillés. La ligne n'est pas tout à fait terminée, le train s'arrête à une vingtaine de minutes seulement de marche de l'hôtel. Quelques jours plus tard, la reine d'Italie vient visiter le chantier où travaillent 200 de ses sujets. Les ouvriers ne chôment pas. Les rails atteignent la gare terminale en septembre et dès 1909, le Montanvert est accessible en 50 minutes. Plus de 15 ans après leur première demande de concession, les promoteurs de cette nouvelle voie ferrée ont donc eu gain de cause. Cela n'a pas été une mince affaire. Il a fallu reporter plusieurs fois les travaux suite au décès de 2 entrepreneurs, puis au retrait d'un 3e. Et tout ce temps perdu n'a pas permis de calmer les opposants au projet. C'est donc sous la surveillance des gendarmes que la construction a débuté en 1906. Une fois encore, les maçons et tailleurs de pierre italiens ont été appelés en renfort pour cette mission de titan, comprenant le percement d'un tunnel en demi-cercle et sur plus de 300 mètres, et la construction de 2 viaducs de granit. En 1907, le chantier a été interrompu par une grève, puis par le décès accidentel d'un ouvrier. Enfin, juste avant l'inauguration, on a découvert plusieurs tentatives de sabotage sur la ligne. Boulons retirés, pierres et barres de fer déposées sur la voie. La page de la contestation est vite tournée et le train du Montanvert s'impose immédiatement comme l'attraction phare de la vallée. Pendant l'été 1909, en 4 mois d'exploitation, il transporte 45 000 touristes et les recettes atteignent 300 000 francs. On est loin de la ruine de la vallée annoncée par certains. En revanche, l'activité de muletiers décline rapidement. Ils étaient 160 avant la mise en service du train. En 1911, seules 90 bêtes assurent encore les excursions et on n'en comptera plus que 30 après la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas pour autant que les guides cessent d'accompagner leurs clients à la mer de glace. Comme eux, ils prennent le train, tout simplement. Et oui, les guides ne voulaient pas du train du Montanvert au départ. Maintenant, ils sont quand même contents qu'il existe, mais c'est vrai que voilà, la vallée elle a connu des bouleversements tellement rapides. Il y a eu tout un siècle où les mules, c'était les familles qui avaient une mule qui portait les gens au Montanvert, c'était une manne financière. Il faut dire que les guides, en fait, ils tiraient la mule. Ils étaient oui, guides, voilà, oui, c'était plutôt. C'était pas vraiment des grands alpinistes, quoi. Non, après descendre sur la mer de glace, là, faire quelques pas avec les gens, bon, voilà, je pense qu'il fallait connaître un petit peu les pièges du glacier, mais on voit que c'était en plus déjà tracé, voilà, mais un petit peu, mais c'est bon. Les gens enfilaient des chaussettes là par-dessus leurs souliers pour que ça adhère bien à la glace. C'est curieux comme technique, mais là, c'était sûrement moins sûr que le crampon. Mais c'est à cette époque qu'ils traversaient encore au chapeau. Voilà, là ils pouvaient traverser les gens jusqu'à la buvette du chapeau, puis avec le mauvais pas, puis il y avait des muletiers qui les attendaient, qui les faisaient redescendre jusqu'en bas de la vallée. Donc ça devait être un sacré beau périple. Ça devait être génial. Mais c'est marrant de voir que voilà, les gens au début ont dit mais non, on ne veut pas de ce train. Et puis en fait, finalement, ça a été quand même quelque chose d'important pour la vallée. Par contre, c'est la même époque où le train arrive du Fayet et traverse toute la vallée, arrive jusqu'à Valorcine, puis est connecté à la Suisse. Ça, par contre, les gens étaient... Donc là, on peut parler presque de tourisme de masse. Là, à partir de là, c'est même là, quand c'est on voit... exponentiel. Quand même, quand on voit là, en 4 mois d'exploitation, 45 000 touristes à cette époque. Oui, là, au Montanvert. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et ces gens-là venaient eux-mêmes, du coup, par train jusqu'à la vallée. Donc, c'était... Là, le train était vraiment... Et du coup, il y avait toute une infrastructure déjà à Chamonix d'hôtels, d'accueil. Ce qui fait qu'en 1924, les organisateurs n'auraient pas pu rêver décors plus radieux pour leur semaine des sports d'hiver. En cet après-midi du 25 janvier 1924, le soleil fait scintiller la neige autour de l'immense stade de glace où se tient la cérémonie d'ouverture à l'orée du bois du Bouchet. Des centaines de spectateurs se sont massés devant un pavillon des sports flambant neuf pour voir défiler les délégations de 17 nations différentes avec leurs skis ou leurs crosses de hockey sur l'épaule. Aucune flamme n'est allumée ce jour-là, mais personne ne s'y trompe. Il s'agit bien des premiers Jeux olympiques d'hiver de l'histoire et ils ont lieu à Chamonix. Aux côtés des 258 athlètes présents se tient Alfred Coutet,
que nous avions laissé au col du Midi en 1910 lors de ce repérage pour le compte du scientifique et alpiniste Joseph Vallot. Le champion chamonniard a été nommé capitaine des équipes françaises de ski qui vont participer à 5 épreuves. Le grand fond, 50 km, le fond, 18 km, le saut, la course combinée, saut et fond, et la course militaire par équipe. Bien sûr, il ressent de la fierté, mais le trentenaire ne peut s'empêcher de repenser avec amertume aux épreuves qu'il a traversées au cours des 10 précédentes années. Lui et toute une génération de jeunes chamonniards happés par la Grande Guerre. Dès le mois d'août 1914, quand a sonné la mobilisation générale, ils ont été des dizaines à abandonner dans la stupeur leur récolte et leurs troupeaux. Cet été-là, beaucoup travaillaient à l'évacuation des débris de la grande avalanche du Grépon qui avait ravagé la forêt des Planards l'hiver précédent. Ils ont dû partir sans terminer leur chantier. Quelques semaines plus tard, les mauvaises nouvelles arrivaient, déjà des lignes de combat. La plupart des recrues avaient été affectés à des régiments d'infanterie comme celui de la caserne de Couz à Annecy et immédiatement envoyés sur le front des Ardennes. En fait, bon là, tu racontes, à chaque fois, tu racontes des anecdotes sur les gens, et dans les Jeux Olympiques, tu décris aussi un peu les épreuves. En fait, tu as recherché un peu les infos. Oui, ces Jeux Olympiques, ça a été l'occasion de développer une partie que j'avais peu développée dans la première édition sur quand même Chamonix après la Première Guerre mondiale, comme partout en France. C'était une dure reconstruction et les gens étaient très marqués, Et c'est vrai que ce projet, le maire de l'époque, Jean Lavèvre, a été très dynamique pour essayer d'avoir ces Jeux, cette semaine olympique, cette semaine internationale des sports d'hiver, puisqu'elle s'appelait comme ça officiellement. Et ça a créé un petit peu d'émulation et redonné... du panache à la vallée. Exactement. Et voilà. Après, là, dans ce chapitre, au départ, je m'étais dit, oh là là, les épreuves, c'est compliqué, savoir qui a gagné, tout ça. Et puis, je me suis posé la question de savoir si ça intéressait encore des gens. Mais en fait, il existe donc un rapport officiel de ces jeux, un truc énorme, où il y a les Jeux de Paris, les Jeux de Chamonix, dans le même ouvrage. Et en fait, dans chaque épreuve, il y a des petites anecdotes, ceux qui se sont perdus. Ils avaient quand même tiré une ligne téléphonique pour les épreuves de fond pour pouvoir se parler jusqu'à Valorcine, dire ah machin arrive et tout. Enfin, c'était quand même. Alors beaucoup 50 km, dis donc, il faisait quoi? Il faisait le tour. Il traversait, il montait jusqu'à Balme quasiment et il revenait et voilà. En ski de fond. En ski de fond. Ouais, c'était du ski de fond. Avec le matériel de l'époque. Mais on leur avait tracé un truc ou? Je pense, oui, c'était quand même balisé, mais voilà. Et puis il y a eu cette patinoire là sur laquelle on voit ces deux patineurs là. Magnifique. Je vous ai montré une image là juste avant, donc cette patinoire qui était la plus grande d'Europe à l'époque, a été construite, mais vraiment à la fin ils bossaient jour et nuit les gars parce qu'ils étaient en retard. En fait, en se mettant à creuser, là vous voyez le début du bois du Boucher, ils ont découvert que le sol c'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. C'était comme la vallée a longtemps été sous les eaux et sous la glace, c'était du limon, c'était impossible à creuser, ça allait pas du tout. Donc il a fallu tout a été, l'excavatrice elle marchait plus, il a fallu tout faire à la main, il se faisait vraiment secouer par le comité olympique à Paris qui disait non mais si vous ne terminez pas ce truc là vous n'aurez pas la subvention prévue pour la ville de Chamonix, donc voilà. Et puis une fois qu'ils ont réussi à la construire, il y a eu cette chute de neige là au moment de Noël, décembre, 1m30, donc là ils ont recruté 600 personnes, ils ont fait venir plein de gens d'en bas qu'ils ont logés dans la nouvelle patinoire pour qu'ils dégagent tout ça. Et là-dessus, un bon redoux chamoniard du mois de janvier. Et donc la flotte, le truc, piscine olympique. Déjà à l'époque. Donc, et puis finalement, il y a eu un coup de gel 2 jours avant que ça ouvre, parfait. Donc, et puis il y avait déjà des gens à Chamonix qui avaient le savoir-faire de lisser la patinoire pour que ce soit nickel. Et du coup, le jour de la cérémonie d'ouverture, tout était... il y avait pile la bonne quantité de neige pour que ce soit beau, la belle glace. Et je crois que les autorités olympiques étaient très contentes du résultat. Il y a du monde, il y a des spectateurs. Il y a du monde. Alors, il y a du monde, ce bâtiment, il existe toujours. Et oui, c'est le musée alpin. Oui, c'est le musée alpin. Par contre, le bâtiment, le pavillon des sports, là, il a disparu. Voilà. Dommage, il avait de l'allure. Oui, mais je crois que c'était pas... Il n'était pas fait pour durer. Pas de la très bonne qualité. Donc, et puis, il y a donc le tremplin de saut qui était au Pèlerin. Je me mélange toujours entre la piste de bob et le tremplin de saut. Oui, bobsleigh au Pèlerin et le saut au Gosson. Et qui ont été là aussi difficiles à construire. Il paraît qu'on l'a rénové d'ailleurs, la piste
piste de bobsleigh. Oui, la piste Bon, bob, je sais pas. Ils refont les murs. Mais juste la partie d'en bas. Ouais, Parce qu'en fait, le téléphérique de la Parsa, c'était pour le bobsleigh. Oui, c'était ça. Ouais. Donc, ça a été une grande aventure. Après, au niveau spectateur, ça a été assez décevant parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de pub, pas tellement. Puis ça s'appelait Semaine des sports d'hiver. Bon, là, on voit beaucoup de spectateurs sur les photos, mais ils étaient assez déçus des recettes quand même. Mais Chamonix a quand même touché l'argent qui était prévu. Ouais. Et puis, ils s'en sont. Puis il y a eu de beaux moments. Il y a eu des épreuves. Assez mémorables. Il y a des sportifs, y compris des Chamoniards, qui ont eu leur carrière un peu lancée par. Et il y avait combien de nations représentées ? Je crois 17. Donc, c'est quand même pas dont mal. beaucoup de pays nordiques qui étaient, les meilleurs dans tous ces sports de fond, de patinage, et qui au début n'étaient pas très très contents que. Eux, ils étaient très forts pour organiser des jeux d'hiver nordiques. Ils n'avaient pas du tout envie que ça devienne... Que Chamonix pique la place. Et puis que ces JO d'hiver soient créés, parce que ça voulait dire que ça allait tourner dans le monde entier, que ça ne se passerait plus à chaque fois chez eux. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Le CIO a dit, maintenant, on va organiser les 2e Jeux Olympiques à Saint-Moritz en 1928. Donc ça officialisait le fait que Chamonix était les premiers Jeux. Mais... Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, parce que profitez-en. Et puis on va rester dans les grandes dates. Alors une qui a compté pour toi aussi, cet été 1986 restera inoubliable pour les petits chamoniards. Un été passé à se déguiser en paysans et en villageois du XVIIIe siècle. Les adultes aussi se prennent au jeu. Les femmes enfilent les belles jupes colorées qu'elles ont patiemment cousues en regardant les livres d'histoire. Les hommes portent des chapeaux de feutre noir et s'appuient sur de longs bâtons. La vallée célèbre le bicentenaire de la première ascension du Mont Blanc et ne boude pas son plaisir. L'ambitieux programme de cette commémoration a été dévoilé le 24 juin lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Paris. Pour l'occasion, des guides de Chamonix et de Courmayeur ont fait une spectaculaire descente de la Tour Eiffel en rappel. Depuis, les animations s'enchaînent, spectacles, bals, concerts, conférences, retraites au flambeau, défilés, démonstrations d'escalade, etc. Les membres du groupe folklorique Les Redos, qui fêtent justement ses 40 ans, ont les pieds qui chauffent à force de danser aux 4 coins de la vallée. Le 27 juillet, le conseil municipal de Chamonix se tient en habit d'époque avec, à l'ordre du jour, le rachat des franchises, la chasse aux loups et la reconstruction du Mont Pélissier. C'était marrant de voir les ordres du jour. Ouais. C'est vrai que oui, ce bicentenaire de la première ascension du Mont Blanc, ça a été une grande fête dans la vallée et un moment, pour le coup, je pense que pour Chamonix, c'est par rapport au JO, là c'est vraiment un événement encore plus fédérateur. Oui, beaucoup plus, parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'événements par rapport à JO. Non, c'est plus diffus, quoi. Mais la première ascension du Mont Blanc. Ouais, ça a été vraiment une belle fête, et puis je pense que ça a vraiment permis aux gens de montrer leur attachement à toute cette histoire, aux guides, Toute la vallée était habillée en costume traditionnel. Ouais. Et donc moi, pour l'anecdote, c'est mon papa qui a été choisi pour jouer Jacques Balmat. Donc à 7 ans, la fierté et je pense que ça a un peu contribué au fait que tout ça m'intéresse, parce que c'est vrai que nous on était, on l'a vu à la télé. À fond dedans, quoi. Oui, parce que c'est vrai que ça a touché vraiment beaucoup de monde. Oui, non, c'était vraiment un événement. Pas si certains s'en souviennent de cette fête qu'il y avait eu. Et oui. Donc, et nous continuons. Alors, en fait, dans cette réédition, il y a un nouveau chapitre autre que les Jeux Olympiques, qui est le dernier chapitre, où tu t'attaches à suivre 2 personnages, 2 guides, Fred et Benjamin. Donc, c'est 2 guides de la compagnie, c'est ça ? Non, ils ne sont pas de la compagnie, pour le coup. C'est ça qui prouve aussi la diversité. Eux, ils viennent de... Alors, je crois qu'un des 2, il a des attaches ici, mais non, ils ne sont pas d'ici. Mais ils sont guides, et guides très actifs, mais ils font aussi des choses pour eux. Et là, ils avaient décidé... Et donc, ils ont décidé, tu peux dire en 2 mots, je vais le dire après, dire en 2 mots. En fait, ils décident à l'été 2022, c'est des jeunes guides qui sont forts. Il y en a un qui a fait des trucs très durs en Himalaya, mais là, ils ont envie de faire quelque chose. On est après le Covid. Ils ont envie de faire quelque chose de proximité. Et puis... Et ils décident de tracer, ce qui n'est pas évident dans cette vallée où tout a été fait, refait, ils décident de tracer une nouvelle ligne en faisant le tour de la mer de glace par les sommets. Donc de faire un grand circuit ça n'a pas été très médiatisé. Ils ont vraiment fait ça pour eux, et ils ont appelé ça l'ultra traversée de la mer de glace.
Fred et Benjamin arrivent à l'Aiguille du Midi où ils prennent une pause bien méritée au milieu des touristes. C'est ici qu'un an plus tôt, le 10 juillet 2021, les participants de la plus grande cordée du monde, l'un des événements célébrant le bicentenaire de la création de la Compagnie des guides de Chamonix, s'étaient donné rendez-vous. 200 personnes parties soit de l'Aiguille du Midi, soit de la Pointe Elbronner, côté italien, se retrouvaient sur le glacier du Géant, après avoir déroulé 6 km de corde pour célébrer les valeurs du métier de guide. Il est temps de se remettre en route car la journée n'est pas terminée, ni les difficultés. L'arête Midi-Plan est en piteux état, mélange de terre, de sable et de glace noire. Jamais les deux guides n'ont vu la montagne dans un état pareil. Épuisés, ils installent leur dernier bivouac au col du Fou. Le lendemain, ils en terminent avec la traversée des aiguilles de Chamonix et rejoignent les sentiers de randonnée au-dessus du Montanvert où vient de débuter un vaste chantier. Il a été décidé de reconstruire la télécabine qui, depuis 1988, permettait d'atteindre la mer de glace, peu à peu complétée par 400 marches d'escalier pour descendre toujours plus bas vers le glacier en perte d'épaisseur. Mais parce que cette exploitation touristique sans relâche pose une question, un glaciarium est aussi en train d'être bâti, lieu de sensibilisation au dérèglement climatique et bientôt de mémoire, quand il ne sera même plus possible d'apercevoir la mer de glace depuis le Montanvert. Et c'est vrai que la traversée de ces deux alpinistes, elle m'a permis je savais pas trop comment évoquer les derniers événements de la vallée. Et il se trouve que leur parcours fait qu'on passe près des Grands Montets, où il y a eu cet incendie en 2019 qui a détruit pratiquement tout, voilà, qui est maintenant en reconstruction. Et puis ils voient tout. Ils passent une nuit au bivouac de la Fourche, qui est un tout petit bivouac où il n'y a que des gens comme eux qui peuvent aller, mais ils sont parmi les derniers à y dormir. Ils dorment dedans, ils se disent oula, le truc est quand même pas en super état, et le truc est 3 semaines après a fini en bas de la vallée, parce qu'il n'y avait plus assez de ce permafrost là qui retient les choses en montagne. Donc voilà, après effectivement ils voient la vallée blanche où il y a eu la fête de la compagnie des guides, du bicentenaire, et puis ils terminent au Montanvert où il y a ces projets actuels. C'est un peu le Montanvert maintenant le symbole de qu'est-ce qu'on fait maintenant que la montagne se transforme pour continuer à faire rêver les gens tout en les alertant sur ce qui se passe. Enfin, on est en plein dans les questionnements. Chamonix doit se réinventer quelque part. Un peu, et c'est vrai qu'avec ces guides qui ont des idées nouvelles, de faire d'autres courses comme tout a été déjà fait, des enchaînements différents, toujours en partant du bas et sans prendre... c'est ça, et eux ils sont partis, il y a des photos dans le chapitre, ils sont partis de l'église, ils sont revenus à l'église, ils y tenaient absolument, et je trouvais que c'était une belle, un beau symbole pour terminer cette réédition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que profitez-en, puisque Sophie, elle sait pratiquement tout sur la vallée. Mais c'est vrai que c'est un vaste sujet quand même, parce que là, on a pris quelques dates, et puis on s'est vraiment attaché autour de la montagne et du Montanvert plus particulièrement. Mais il y a tellement de choses à dire sur Chamonix, d'ailleurs, tout n'est pas dedans, il faut être honnête. Et je vous ai partagé la chronologie à la fin. Il y a une belle chronologie, puis il y a pas mal d'anecdotes. Et puis, ma maman nous a rejoints. Et voilà, si vous avez des questions notre sur les grande images. illustratrice, iconographe. Parce que ça, c'est aussi un récit en soi, quoi. Moi, je pense que même c'est un livre qui se feuillette aussi. Oui, on n'est pas obligé de le lire d'une façon linéaire. On peut s'attacher à une période. Mais en fait, c'est vrai que l'histoire de Chamonix est liée à ces glaciers, c'est évident. C'est pour ça que la mer de glace, c'est un symbole, le Montanvert, c'est un symbole. Donc, le fait qu'on reconstruise, je sais pas ce que les gens en pensent, mais oui, on peut pas abandonner le Montanvert, ça c'est certain, quoi. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour pas mal de gens qui viennent de l'autre bout du monde d'arriver au Montanvert. Par rapport aux gravures qu'on a vues, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Mais ça peut être intéressant de voir aussi ce que c'est. Ce que c'était. Les gens qui descendent les marches, ça, au moins quand on dit que si on a besoin d'exemples concrets de fonte, ça fend le cœur quand on voit les années et qu'on voit... on va plus voir du coup. Non, puisque... il y aura plus... C'est vrai que c'était assez marquant, ça. Mais voilà. Merci, et puis... non, il n'y a pas de questions.
Témoignage. Bah, c'est Toi, par tellement exemple, vaste. qui revient justement de Montanvert en ayant fait la Vallée Blanche, donc par où on monte, ils ont tout démonté en fait. Alors, je sais pas, parce que moi je suis monté sous la benne et maintenant il y a une via ferrata. Ouais. Voilà. Pour, Mais ils ont démonté les... Ils vont démonter les anciens œufs, Ouais. ils vont démonter les escaliers, mais c'est pas encore fait. Ouais. Mais ça va être démonté. Ouais. ouais, Oui, ouais. parce qu'en fait, tout le glacier descend, donc ils vont pas l'entretenir. quoi. Et là, je crois qu'il reste 20 ou 30 mètres de glace. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, il y en a Au plus niveau beaucoup. de la nouvelle benne, il reste 30 mètres de glace. Donc, de toute façon, là, ils sont en train de creuser une grotte. Là. Ça va ouvrir fin janvier. Et, mais on sait que dans quelques années, il n'y aura plus de grotte de glace du tout. Quoi. Bah oui. Oui, oui, ça c'est. Ouais. Après, ça donne un accès au glacier, aux gens. Ouais. Et puis, ce qui est bien, c'est les glaciologues qui sont en Montanvert, Qui explique. qui expliquent, parce que c'est vrai que là, du coup, ça. Ouais, ça, bah c'est oui, parlant. là. Ouais, complètement. Bah, il y a beaucoup de science aussi quand même dans Oui. ce livre parce qu'il y a toute l'histoire aussi de tous les savants qui se sont succédés ici, les observatoires, Valo, c'est quand même quelqu'un qui a aussi, voilà, on a toutes. Oui, puis ça continue. Maintenant, on sait qu'avec les carottes glaciaires, on peut connaître le climat de la vallée. Ouais, ouais. Ah bah, il y a des études, Il y a des je tas de pense choses, que le Mont ouais. Blanc reçoit des scientifiques plusieurs fois par an, et pas que pour le mesurer, aussi pour... Ouais. Il y en a qui étudient maintenant la pollution plastique qu'on trouve au sommet du Mont Blanc. Ouais, sympa. Voilà. Et puis il y a aussi eu tous les poètes, tous les artistes. Ah ouais, Ça a été une source d'inspiration, sans parler des athlètes et des guides et des grands alpinistes. Donc Chamonix, c'est un peu un beau tremplin. Oui. Ouais. Et puis c'est un livre qui complète d'autres. Par exemple, je crois que je l'ai même mentionné dans le livre que toute l'histoire des grandes ascensions ne peut pas être dans ce livre, puisqu'en plus ça existe déjà. Donc le but c'était pas de refaire. Et puis chaque ascension mérite un livre. Oui, donc, c'est ça. Mais par contre, l'histoire des buvettes et tous les endroits de la moyenne montagne très accessibles, ça j'ai trouvé que c'était fascinant aussi de voir toute une vie à chaque étage, quoi. Enfin, il n'y a pas eu que des alpinistes qui venaient à Chamonix. Ah bah non. S'il y avait eu que ça, Chamonix ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Pas de questions? C'était merci Sophie. Merci, et puis merci beaucoup. Je reste s'il y a des gens qui veulent. On peut discuter, pas de problème. Voilà. Moi, j'avais une question. J'ai entendu dire que pendant la pandémie, on avait pensé de creuser un autre tunnel qui aurait lié le bas de la vallée avec l'Italie. Ah, le bas. Donc, les histoires autour du tunnel, j'ai l'impression que c'est récurrent, ça revient, mais pas d'en bas. Non. Ça, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Il était question de doubler le tunnel. Oui, ça, il y a eu. Ouais. Mais du bas de la vallée, je vois pas trop. Ouais. Mais alors, dans le livre, ça s'appelle le piège, non, c'est ça? Ouais. C'est chez vous, non? Ouais. Donc, en fait, le tunnel, il a été creusé là, parce qu'ils ont essayé de trouver l'endroit où c'était le plus court possible. Le plus court, mais bien sûr. Mais si on le creusait aujourd'hui, on le creusera en bas. Oui. Il faut savoir que parce qu'on a une autre technique. Un camion qui part de Salanches, quand il arrive à l'entrée du tunnel, vous savez combien de litres de gasoil il mole? Un camion. 100 litres. De Salanches à Chamonix. Ça c'était dans le piège, donc c'était il y a quelques années maintenant, peut-être que ça. Voilà, mais grosso modo, c'est 100 litres par camion pour monter le camion de Salanches à là, quoi. Et il chauffe. Mais il chauffe, et puis il y a des... Voilà, donc c'est parce que en fait, ce qui coûtait cher, c'était de creuser. Oui. Ils ont fait le plus. Là où c'était le plus étroit. Voilà. Et là, c'est sûr qu'on le creuserait en bas, quoi. Ah bah là, oui. Ou on ne creuserait pas. Ou avec des trains. D'ailleurs, l'incendie du tunnel, j'ai essayé de l'évoquer aussi, brièvement, parce que on ne peut pas rentrer, mais ça, l'année 99 à Chamonix, 1999 a été vraiment une année où on était à la une de l'actualité tout le temps. Il y a eu l'avalanche de Montroc, il y a eu le tunnel du Mont Blanc, il y a eu le décès de Roger Frison-Roche, il y a eu l'incendie de la salle Michel Cros. Cette très belle salle de spectacle était vraiment... Bon, il n'y a pas eu de dégâts là. Enfin, de dégâts juste matériels, pas de humains. Mais les éditions Guérin ont quand même bien ramassé l'occasion. Mais c'est une histoire avec
des moments joyeux et puis des moments vraiment dramatiques, quoi. Ça s'est fini en décembre avec la mort de Frisson. Ouais. Ouais. Il a vu ces horreurs. Il a dû se dire, ça suffit. Ouais, c'est ça. Et oui, c'était un grand personnage de la vallée, parce qu'il est arrivé, lui, comme secrétaire au jeu de 24. Oui, c'est ça bah justement, Tout jeune, tout jeune, pour renforcer un peu les équipes. Il a tout vu. C'est un peu grâce à lui si on arrive à raconter les JO au-delà des épreuves, qui a gagné quoi, mais le côté humain des JO, c'est grâce à lui là qu'on peut le raconter. Hein, Oui, parce que sinon, il n'y a pas de témoignage à l'époque. Bah, pas énormément, il y en a un petit peu, mais c'est vrai qu'avec lui, c'est tellement facile. Parce que lui, il avait fait une grosse partie dans son autobiographie, donc voilà. Merci à lui. D'ailleurs, c'est pas le seul moment où il nous aide à raconter l'histoire de Chamonix. Hein, ça, c'est sûr que. Il y a eu l'époque des grands reporters aussi. Il y a un bouquin. Oui. On l'a plus, mais Brincourt. Ouais. C'était. Comment il s'appelait Reportage à Chamonix. Non, il s'appelait. Je ne sais plus. Mais enfin, lui, Envoyé spécial. Envoyé spécial, oui. Envoyé spécial. C'est vrai que Paris Match l'époque où il y avait a Paris passé Match à beaucoup de Chamonix, temps. quoi. Oui, c'est ça. Et là, c'était pour les drames en montagne, surtout. Qui étaient très Oui, médiatisés. mais ils habitaient là, à demeure, quoi. Oui, c'est pas tout se passait ici, quoi. Mais maintenant, bon, les drames, il y en a toujours, mais ça a beaucoup moins médiatisé, quoi. C'est pas. Enfin, dans un sens, tant mieux, parce que c'est pas à peine ça reprend une place un peu plus juste. Bah, c'était pas que les drames, parce que ce qui était médiatisé aussi, c'était les premières, les directs. Oui, c'est ça. Oui, aussi, les 24 heures. Oui, c'est ça. C'était la mode des records de vitesse. Là, maintenant, les deux guides dont je parle à la fin, ce qu'ils font, c'est quand même une ouverture, mais quand ils sont revenus à l'église, il y avait 2-3 journalistes montagne qui. Ou quand il y a Jeannette qui fait les retours en 5 heures en Mont Blanc. Oui. Parce que maintenant, c'est. Mais tant mieux, parce que bon, il faut aussi qu'ils fassent. Que eux-mêmes ne fassent pas ça pour la presse, quoi. Sinon, après. Ça met de la pression. Et puis pas mal médiatisé l'an dernier, c'était quand même le Grand Joras, là, Charles. Oui, du boulot. Oui. Il y a encore des ouvertures de France Inter sur l'alpinisme de temps en temps. Ou de l'équipe. Oui, de l'équipe. Mais là, est-ce que tu as les chiffres sur la fréquentation Chamonix Non, puis alors en plus les chiffres, ça me traverse l'esprit et ça ressort aussitôt. Je suis pas chiffre, mais on se rend compte que quand même, il y a une surpopulation. Puis on se rend compte on est allé, on a repris. Il y a eu le Covid, ça a repris, ça a plus que repris là. Ça reflambe. Mais bon, après, c'est à la vallée de prendre ça, son destin touristique en main. Quand même. Donc voilà. Le roman n'est pas terminé. Ah non, on verra si dans 10 ans, roman de Chamonix. il y aura... Mais c'est vrai que l'évolution, ça change. Allez, on verra ce que l'avenir réserve. Là, et comment Chamonix va prendre son virage. C'est avec l'UTMB, on arrive au bout aussi, quoi. Là, on s'essouffle. Pas eux. Mais nous. Oui, mais ça commence à râler un peu dans la vie. Beaucoup. Ils se glorifient. Sur leur site, ils disent qu'ils font ça pour sauver. Je pense pas que Chamonix ait besoin de ça. Leur motivation, c'est de sensibiliser les gens à la montagne. C'est devenu ça. Le double discours. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Sophie d'être venue. Et puis merci pour cette petite conférence. Merci.